Bonsoir. Bon oui, alors effectivement on a décidé que je parlais le premier parce que je vais parler plus large. Moi je suis sociologue, j'essaye de présenter les grands changements et puis donc Francis parlera après. Et il y a une deuxième raison pour laquelle je passe avant, c'est parce que je repars plus loin après. Lui il dort à 30 km et moi à 3 heures de route, donc on a aussi tenu compte des problèmes de transport. Donc je partirai après mon intervention et puis Francis fera la dernière. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand j'arrive sur un gros dossier, parce qu'en fait, c'est toujours le plan de mon prochain livre que je suis en train de faire, donc je ne vais pas tout utiliser, puisque je m'ai donné à peu près une demi-heure. Moi, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est entré dans un nouvel espace-temps. On est dans un rapport au déplacement, on est dans un rapport à la durée, on est dans un rapport à la structure des temporalités qui sont bouleversées à une vitesse énorme. Et je vais donner un certain nombre d'éléments là-dessus. Moi, il y a toujours deux chiffres fétiches que j'utilise. Je dis, dans une ville, bon, il y a 12% du temps qui est consacré au travail, 88% du temps on fait autre chose dans la société moderne. Et un deuxième chiffre que vous connaissez forcément, c'est de dire, en gros, toutes les sociétés ont toujours fait 5 km par jour et par habitant. Nous, on en fait 45. Et je ne parle pas des kilomètres virtuels. Et donc, on a d'un coup comme ça, pof, en un demi-siècle, les distances parcourues qui ont été multipliées par 9. Et puis, la part du temps qui n'est pas consacrée au travail qui est devenue gigantesque, puisqu'on est à 88% du temps non consacré au travail dans la société française d'aujourd'hui. Alors qu'on était, au début du siècle, il y avait à peu près, le rapport était très différent. Et donc ces deux phénomènes-là, si vous les projetez au niveau mondial, ben, ça vous donne qu'on va être 9 milliards, parce que le temps a complètement changé, parce que la vie s'est terriblement allongée, et ça vous donne le fait qu'effectivement, on va être sur une seule petite terre et qu'on le sait tous les jours et que tous les matins à la radio, vous écoutez s'il y a un avion qui est tombé là, Obama qui a été élu, un machin, un truc à la droite, à gauche, etc. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une toute nouvelle société au niveau du proche, avec toutes les inégalités, de ces mobilités, de ces nouveaux rapports au temps, mais en même temps c'est le même processus au niveau global, c'est-à-dire effectivement on est dans une nouvelle aventure de l'humanité. L'humanité s'est réunifiée, on vivra définitivement ensemble avec des problèmes d'identité, des problèmes de rapport à la nature, et en gros le temps de l'humanité sera définitivement unifié, ce qui est évidemment tout à fait nouveau. Et alors moi je me dis toujours, pour regarder le monde d'aujourd'hui, il faut le regarder en partant de l'an 4000, qu'est-ce qu'on dira de nous dans 2000 ans? Certainement ça, qu'on est l'époque où l'humanité s'est réunifiée. Alors qu'est-ce qu'on dira? On va voir ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on se tape dessus? Est-ce qu'il y a des guerres identitaires? Est-ce qu'on sait gérer les frottements identitaires? Est-ce qu'on ne sait pas, etc. Et puis qu'est-ce qu'on dit de nous si on regarde de la Lune? Quels sont les grands ensembles culturels qui se construisent, leur rapport au temps, leur rapport à l'espace? Pensez-nous regarder de la Lune, pensez-nous regarder de l'an 4000, et je pense que déjà ça aidera à vos interrogations. Et si vous voulez, si je dis ça en introduction, c'est pour essayer de déplacer le discours, de dire on est dans une société extrêmement difficile à cerner, qui change extrêmement vite. Vous savez par exemple qu'on double le nombre de brevets scientifiques tous les 10 ans, on va très très vite arriver à 7 ans dans le doublement du patrimoine scientifique. Donc là on a des vitesses absolument fulgurantes de mutation, on a des vitesses de mutation en matière technologique, regardez combien d'années vous avez des portables, Internet, bon je veux dire là pareil, et pareil par exemple en matière de médecine, on est en train d'arriver au moment où on vous fera avaler un petit sous-marin pour vous soigner, et puis on le téléguidera sur un écran. Je veux dire, bon, ça va être très très vite ça, les médicaments, la santé, etc. Tout ce qui va se passer en milieu, dans l'intérieur du corps, c'est fascinant. Bon, on est dans ces bouleversements. Et si vous voulez, la grande difficulté, c'est que dans ces bouleversements, il y a un auteur que j'aime bien, que personne n'a jamais lu, parce qu'il écrivait en hongrois, il est mort en 56, mais j'aime bien le citer quand même. Il s'appelait Beat Stabolski. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle Les Cigognes d'Aquilée. Il dit au fond, dans l'histoire de l'Occident, il y a eu déjà deux grandes dates importantes. C'est évidemment l'effondrement de l'Empire romain, l'avènement des monothéismes, et puis c'est l'ouverture du monde avec Christophe Colomb et le démarrage de la Renaissance. Et chaque fois, les contemporains ont eu peur. Et chaque fois, les générations d'après ont dit, c'est là qu'est née la modernité. C'est-à-dire que celui qui vit la modernité, il vit la mort de la société ancienne. Il ne vit pas la modernité émergente. Et au fond, c'est exactement la même chose qui nous arrive. On ne vit pas la réunification de l'humanité comme un bonheur, on ne nous parle que des importations chinoises, des machins et tout. On ne vit pas du tout ça comme une aventure absolument manifeste. On vit pas il n'y a aucun discours positif sur la complexité des circulations identitaires. On est là à faire des frontières, est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il ne faut pas en parler, est-ce que tu es de droite quand tu parles d'identité, etc. Quand il y a l'autre clown là qui fait un débat identitaire, il fait ça dans les préfectures, donc évidemment il confond un peu les lieux, on donne les papiers, les lieux où on donne l'identité, qui évidemment n'ont strictement rien à voir. Et donc on est là dans des changements, des bouleversements, mais je crois qu'il faut regarder ce monde un peu comme ça, et se dire qu'au fond, on est dans, vous savez, Jean Fourastier, que certains connaissent, qui était un économiste important de l'époque gaulliste,
disait « On est entré dans la civilisation des vies complètes ». Et je crois que c'est une expression très juste. Ça veut dire en gros, chacun d'entre nous peut légitimement avoir une vie complète. Plus ou moins complète, mais en gros complète. Nous on va vivre 700 000 heures en moyenne. Nos enfants vivront sans doute 800 000 heures. Mais on est quasiment, peut-être un jour on vivra 900 000 heures. Et en plus on va presque tous y arriver. Parce que entre les progrès de la médecine, de la science, le zéro accident, enfin toute notre logique de sécurité, etc., il est logique de considérer qu'on y arrive. Tout le reste est illégitime. Et c'est pour ça qu'on va être 9 milliards. C'est parce qu'on va vers la civilisation des vies complètes. Alors ça n'avait jamais existé. Dans toutes les sociétés antérieures, il y avait des tas de gens qui mouraient. Je me sais, avant 14, il n'y avait presque pas de vieilles femmes. Il y avait que des vieux messieurs, parce que l'essentiel des femmes mourent en couche. C'est pour ça qu'il y avait des vieilles filles qui avaient fait le choix de la non-maternité, ou les bonnes sœurs. Nous, on a connu les vieux messieurs d'après 14, là, les vieilles dames plutôt, comme on avait tué 3 millions de mecs, forcément, il restait plein de nanas. Mais ça ne peut pas faire ça chaque fois, et donc on est dans des processus comme ça. Et donc, regardons ces bouleversements, comprenons qu'ils sont gigantesques, et que ceux qui les voient le moins bien, souvent, c'est les politiques, parce que le monde politique est un monde localisé, est un monde sédentarisé par ses cartes électorales, est un monde qui, effectivement, défend des territoires, qui est un monde qui défend sa réélection sans toujours le dire clairement. Et donc, c'est certainement le monde le plus décalé des changements sociaux. Donc ça, si vous voulez, c'est la toile de fond de ma réflexion. Et au fond, je vais vous développer 3 idées là-dessus. D'abord, on est dans un nouveau système de valeurs. On va essayer de donner quelques bases. Deuxièmement, on est dans une société que j'appelle la société des 2 piliers. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée que nos sociétés étaient construites sur le travail, elles l'ont été, de la Révolution française aux années 70. Mais aujourd'hui, quand je dis à 12% du temps consacré au travail, je ne dis pas le travail n'a que 12% d'importance, évidemment. Mais je dis, attendez, quand il y a 88% du temps qui n'est pas consacré au travail, ça veut dire que l'essentiel des liens sociaux, l'essentiel des rencontres, l'essentiel des histoires d'amour, l'essentiel des stratégies résidentielles, elles ne sont pas construites en lien avec le travail. Elles sont construites en dehors du monde du travail ou à côté du monde du travail. Et donc il y a 2 piliers. Il y a le monde de la production, le monde du travail, avec sa logique de l'honneur, sa portée symbolique, sa évidemment son importance financière. Et puis il y a l'autre société. Et bien souvent, quand on parle de crise du lien social, je dis, mais quelle crise? Il y a un déplacement du lien social. Est-ce qu'on faisait plus l'amour avant? Pas du tout. On fait 6000 fois l'amour, on faisait 1000 fois l'amour avant 14. Est-ce qu'on passe plus de temps avec nos enfants? Beaucoup plus de temps que toutes les générations. Il n'y a jamais eu de civilisation 4 générations. On est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on peut espérer être 4 générations vivant contemporaines. Donc tout ça fait que le lien social a basculé dans la sphère du privé, du familial. Et d'ailleurs, la famille est une valeur complètement remontante, mais c'est pas la famille, c'est pas celle qu'on a cassée en 68. C'est une famille tribale, souple, discontinue. Vous avez une copine, le lendemain vous l'amenez chez vos parents. C'est pas, en gros, c'est une affaire à peine chaude. Et donc on est là dans des bouleversements, évidemment, complètement fondamentaux. Et cette société des 2 piliers nous pose un problème difficile, c'est comment faire cité ensemble. Comment faire cité ensemble dans cette société de la discontinuité, de l'irrégularité, de la mobilité? J'essaierai d'en dire quelques mots. Et quels sont les nouveaux enjeux de la régulation? Et puis, avant qu'on discute et qu'on donne la parole à Francis, je dirai quelques mots sur la ville. Alors, rapidement, l'état des lieux, le fond. Bon. La vie a augmenté a augmenté de 40% en un siècle. On est passé de 500 000 heures de vie à 700 000 heures en moyenne en Europe. Mais le PIB a été multiplié par 10. Donc, on a multiplié la richesse beaucoup plus vite que l'espérance de vie. Alors qu'en même temps, on a augmenté l'espérance de vie autant que les 1000 ans précédents. Donc on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il a fallu 1000 ans pour augmenter autant l'espérance de vie que ce qu'on a augmenté depuis l'an 1900. Donc ça veut bien dire que les batailles sociales, la réduction du temps de travail, le progrès technique, la santé, etc., ont permis cette extraordinaire évolution qui est constante dans toutes les civilisations. C'est-à-dire, on n'arrive pas à la même espérance de vie, mais la progression est à peu près homogène dans les différentes sociétés. C'est-à-dire qu'on prend de où on partait en 1900, où on est aujourd'hui, on a tous à peu près augmenté de type 40%, même s'il y a des inégalités énormes, y compris entre les cadres et les ouvriers. Mais l'époque d'aujourd'hui est tellement perverse qu'on ne vous parle tout le temps que de l'écart entre les cadres et les ouvriers. On ne vous dit pas, est-ce que les ouvriers et les cadres avaient le même écart avant? Est-ce qu'il a diminué? Comment on le fait diminuer? On vous dit simplement, il y a un écart. Oui, il y a un écart, il est totalement scandaleux. Mais regardons aussi les évolutions. N'ayons pas cette vision toujours de voir ce qui ne va pas dans des bouleversements aussi rapides. Mais ce qui est surprenant, c'est que la vie s'est allongée énormément, mais comme la richesse s'est augmentée plus vite, et que donc l'opportunité de faire a été multipliée beaucoup plus vite, on a un sentiment permanent de manque de temps et de course de vitesse. Parce qu'on pourrait lire des montagnes de livres, voir des tas de films, séduire des tas de femmes, avoir des tas de boulots, acheter différentes maisons. On a tellement de possibilités. Même les plus défavorisés ont des possibilités qui ne se comparent pas avec les sociétés du début du siècle.
Et donc, effectivement, du coup, on est en permanence dans le sentiment du manque du temps. Et la grande question de nos sociétés, c'est de faire une éducation au fait de maîtriser son temps, de faire reprendre pouvoir sur son temps. Parce que sinon, on est aussi stressé dans le temps libre que dans le temps de travail. Dans le temps de travail, on nous dit c'est la productivité, et du coup on n'a plus de débat dans nos sociétés sur pourquoi les gens veulent tant fuir le travail. C'est quand même quelque chose qu'il faut tenir compte. C'est un des rares pays où les gens perçoivent le travail. On dit toujours, c'est comme une longue peine le travail. C'est à peu près comme si on prenait de la tôle. Alors évidemment, si on vous en rajoute 2 ans quand vous êtes dedans, vous n'êtes pas content. Mais on a une vision là-dessus, on ne se demande pas pourquoi ne pas travailler sur un travail agréable, ce qui est quand même un enjeu tout à fait majeur. Et donc comprenons cette course de vitesse qui fait qu'effectivement on a un sentiment de manque de temps. On a un sentiment de temps rare, on a un sentiment de tout ce qu'on ne pourra pas faire, alors qu'on fera des choses comme jamais d'autres civilisations. C'est vrai, quand on fait 6000 fois l'amour, on ne fait pas pareil que quand on fait 1000. Il faut d'abord de renouvellement érotique, il faut des films spécialisés, il faut une multiplication des partenaires, etc. Bien sûr, on aurait pu faire 12 000, d'ailleurs les hommes déclarent 9 000 et les filles 6 000. Donc il y a déjà 30% de triche. Mais bon, même si j'enlève la triche, mais je prends ce chiffre parce qu'il est amusant, mais on pourrait prendre la même chose pour les livres lus, le cinéma, etc. Bon. Et donc, comprenons cet immense bouleversement du temps. Et ça a 2 conséquences majeures. La première conséquence, c'était les 2 grandes innovations culturelles. C'est les 2 occupations du temps libre. Comme on passe 100 000 heures dans sa vie devant la télévision, c'est le grand lieu des nouvelles normes et valeurs. Et comme on part en vacances, qu'on développe les loisirs, etc., les 2 grands lieux d'innovation en termes de code et de valeurs depuis la guerre, c'est le monde de la télé et le monde des vacances, qui sont 2 mondes où on cache le travail. Ce qui repose une question évidemment sur la difficulté du travail. Mais je crois qu'il faut voir les choses comme ça, comprendre qu'on est rentré dans une société de discontinuité, d'alternance. Par exemple, je vais revenir dans les chiffres, mais on change de partenaire amoureux en moyenne tous les 8 ans, 10% des Français déménagent tous les ans, on change de patron tous les 11 ans, on pourrait multiplier les exemples comme ça sur ces discontinuités, et y compris sur le fait qu'un jeune qui reste dans la même boîte trop longtemps lui dit fais gaffe, tu dois changer de boîte pour te former. Donc on sait très bien que le type quand au CAE, juste quand il fait son diplôme, s'il est encore 20 ans après, on va se dire celui-là il n'est pas très innovant, il est toujours là. Bon. Donc on est dans le monde inverse, c'est-à-dire si tu ne bouges pas, on te dit effectivement fais attention à ce que tu fais. Et si tu bouges trop, tu dis oula, vie précaire, instabilité, etc. Donc comprenons ces changements et dites-nous au fond, on est entré dans une civilisation de vie longue et de travail court. Ce couple vie longue et travail court va générer une culture de la mobilité. Mais une culture de la mobilité au sens des changements, de tous les changements, pas simplement dans l'espace, qu'on mesure dans l'espace, c'est les traces de cette culture. Mais cette culture, elle est présente dans le lit, elle est présente dans le travail, dans les amours, dans la façon dont on zappe à la télé, dans la façon de circuler l'eau, enfin bon, tout circule, tout est devenu mobile. Et ça a remplacé la sédentarité. Le discours sur les objets nomades est un discours, on n'est pas dans une société de nomades, pas du tout. Les nomades, c'est autre chose. Quand il y en a quelques-uns qui pointent le nez, on leur tape dessus. Les nomades, c'est toujours, ça pose problème. C'est les sédentaires qui sont devenus mobiles, c'est pas la même chose. Et effectivement, la société de mobilité, c'est une société qui a des lieux, c'est une société qui a des territoires, mais où les gens se déplacent. Donc ça, si vous voulez, c'est la toile de fond. Et comprenons donc que la mobilité est une culture, que c'est notre culture, qu'il faut la valoriser, la démocratiser, y éduquer les arrivants qui viennent des cultures archaïques. Parce que ceux qui arrivent notamment des pays du Sud, ils ne sont pas dans une culture de la mobilité, ils sont dans une culture sédentaire. Et quand ils arrivent chez nous, si on ne les initie pas à ce passage, ils redeviennent sédentaires dans notre propre société avec tous les problèmes que ça nous pose. Alors, ça c'est l'idée de fond, cette idée, ce changement de système de pratique sociale, mais qui entraîne un changement des valeurs, parce que qu'est-ce que c'est qu'un voisin ? Qu'est-ce que c'est qu'un habitant ? Mais c'est quoi un habitant ? Moi ça me fait rire, on dit où les gens sont là. Voilà, les habitants c'est quoi ? Et vous prenez il y a 20 ans, les 2 tiers ils n'étaient pas là, on ne sait pas qui sera là demain, vous prenez alors après c'est différent suivant les villes et les territoires, mais en moyenne 61% des gens ne votent pas dans la commune où ils travaillent par exemple. C'est quoi une démocratie où on ne vote pas dans la commune où on travaille ? On vote dans la commune où on dort. Moi, j'ai appelé ça une démocratie du sommeil. Et qu'est-ce qu'on veut là où on dort ? Du silence, de bonnes écoles et de l'homogénéité sociale. C'est la forme élégante pour dire pas d'immigrés. On dit homogénéité sociale. Et donc, effectivement, c'est ça qu'on veut. On vote pour ça. Et les élus sont élus pour ça. Le type qui fait une grande entreprise, le type qui veut faire... Celui-là, on ne le réunit pas du tout. C'est pas ça du tout qu'on veut. Le travail, c'est ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie où le territoire du politique ne correspond plus au trajet domicile-travail ? C'est quand même une démocratie totalement décalée. Donc, ça c'est le fond. Et donc, cette société des 2 piliers, il faut la comprendre en restant une seconde sur les chiffres. Quand je vous dis, vous vivez 700 000 heures, pardon. Vous avez donc gagné 200 000 heures d'espérance de vie en un siècle. Bon, réfléchissez à ça, ce que ça veut dire. Vos enfants vont vivre 100 000 heures de plus que vous. Combien de temps il faut travailler en France pour avoir la retraite ? 63 000 heures.
Pour ça que les manifs, des fois, elles me fatiguent un peu, même si je les soutiens volontiers, mais je veux dire, on est passé d'une durée du travail de 200 000 heures en 1900 à 63 000 heures. C'est 42 années à 35 heures. On peut peut-être, je vous voyez, j'ai pris 42 années, j'ai de mauvaise foi, parce que dans les négociations actuelles, c'est 41 ans et demi. Enfin, 35 heures, il n'y a pas grand monde qui les fait. Mais, n'empêche que, on est moins de 10% de la vie au travail. Bon. Et surtout, en 1900, on était à 70% du temps éveillé au travail. Il y avait 100 000 heures de temps libre en 1900. Un ouvrier, un paysan, un fonctionnaire, il travaillait 200 000 heures, il dormait 200 000 heures. Il lui restait 100 000 heures dans toute sa vie pour apprendre, pour aimer, pour militer, pour mourir. Nous, mettons qu'on travaille 70 000 heures, mettons qu'on fasse 30 000 heures d'études, mettons qu'on dorme 200 000 heures, il nous reste 400 000 heures pour faire autre chose. C'est pour ça, comme je vous ai dit, 88% du temps n'est pas consacré au travail. Donc, notre territoire, la demande des gens, leur demande de jardin, leur demande de silence, tout ça, c'est d'abord parce qu'effectivement, ce temps-là a complètement explosé. Et que dans cette explosion du temps, il y a évidemment une explosion des espaces. Et comprenons aussi que nous passons quand même 100 000 heures devant la télévision, c'est-à-dire autant qu'au travail et devant la télé. Personne n'a manifesté pour demander la diminution du temps de télévision. Et il est clair quand même que le temps qu'on passe devant la télé, alors les gens cultivés disent ça prend sur le lien social, on ne se parle plus, etc. Je leur rappelle toujours un petit détail, c'est que depuis l'invention de la télévision, l'augmentation de l'espérance de vie a été justement de 100 000 heures. Et que donc tout le temps qu'on a gagné depuis l'invention de la télé, on la passe devant la télé. Ce qui veut dire que la télé prend du temps sur le cimetière, pas sur le lien social. Vu comme ça, c'est déjà moins grave, même si évidemment c'est un mode de calcul qui peut se discuter. Mais c'est exprès pour casser un certain nombre d'images, si vous voulez, et se dire qu'au fond, on est entré dans une structure du temps qui est radicalement différente, qui va entraîner cette structure des espaces, qui va faire donc les kilomètres dont j'ai parcouru, je ne reviens pas, qui fait par exemple que 50% des Français habitent à côté de la ville de 1950. C'est l'à côté de la ville qui est notre territoire d'aujourd'hui. C'est à côté de la ville qu'on ne sait pas bien nommer, qui est entre la banlieue, le périurbain, etc. Celui qui vit dans un vrai village ou dans un bourg moyen, ça va. Celui qui vit dans le centre historique, ça va pas mal. Et comme notre monde a peur du futur et survalorise le passé, ben les classes sociales s'approprient tout ce qu'il y a de mémoriel. Et donc tout ce qui vaut cher, c'est ce qui est ancien. Et plus c'est vieux, plus c'est cher. Et donc effectivement, et toute la ville de la période industrielle est extrêmement dévalorisée. D'ailleurs, on l'a remplie essentiellement avec des marginaux et des immigrés. Et donc on est là dans une segmentation spatiale qui nous dit aussi la question qu'on cherche, c'est-à-dire comment, devant un futur qui nous fait peur, puisqu'on a perdu l'idéologie du progrès, devant un futur qui nous fait peur, comment on prend du sens par le lieu et par l'objet où on habite. C'est sûr qu'habiter dans un village, habiter dans un appartement historique, ça donne du sens. Avoir un vieux meuble qui sert à rien, mais qui du coup, à côté des objets Ikea, donne un sens à la pièce, ça peut être une vieille cafetière à 2 €, mais ça donne effectivement de la mémoire aux objets Ikea. Et donc on est dans ces paradoxes et dans ce besoin de marquer les temporalités. Et bien sûr, dans ce type de société, le cœur du lien social, les liens sociaux se sont totalement privatisés. Richard Sennett disait dans Le Monde la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez lu, en moyenne, un parent aux États-Unis passe un tiers du temps avec son enfant, alors que les Français, enfin un tiers du temps que passe un Européen. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés, on dit ils travaillent plus, ils produisent plus, d'accord, mais ils produisent plus pourquoi? Ben parce qu'ils ne se voient pas. Parce que nous, on a mis nos femmes au travail salarié, puisque maintenant 80% ont accédé au marché du travail. Mais il est évident que le modèle culturel du travail était un modèle masculin. Jusqu'en 1974, la majorité des femmes n'étaient pas salariées. Et donc, bien évidemment, comment on élève les enfants à 2 si on fait 45 heures chacun? Ben, on fait comme, effectivement, on déstructure le lien de la société. Donc, il faut bien comprendre que toutes ces questions fonctionnent les unes avec les autres, cette espèce de temps, ce rapport à l'espace, l'autonomie de l'individu, l'égalité des genres, le partage du travail dans les couples. Vous savez ce qui est très marrant, moi j'ai beaucoup travaillé sur les 35 heures au prix d'Elisabeth Guigou quand elle était ministre. Les mecs, ils se demandaient tout le temps, mais qu'est-ce que je vais en faire des heures que j'ai gagnées? Et les filles, elles se demandaient tout le temps, à quoi je vais l'affecter? Aux courses, aux enfants, etc. Mais pas qu'est-ce que je vais en faire moi. Et il faut bien se rendre compte que les hommes, eux, ils faisaient 200 000 heures de travail en 1900, eux font 63 000 heures. Et les femmes, qui n'étaient pas salariées pour la majorité d'entre elles, maintenant, elles font en moyenne, malgré les temps partiels, effectivement, carrément 45 000 heures. Et donc, au fond, on est dans une société où les hommes travaillent de moins en moins et les femmes de plus en plus. On peut le dire comme ça aussi, c'est une autre lecture. Bien, donc regardons ces choses, regardons ces bouleversements, et comprenons que les grandes conséquences, c'est une société 4 générations. C'est cette recomposition de la famille tribale. C'est le fait qu'il y a 20 ou 25% des gens qui sont en marge, mais que les autres ne sont pas en marge. Il faut arrêter de faire comme si tout s'effondrait. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. On n'a pas d'indicateur de ça. Et d'ailleurs, les gens déclarent qu'ils sont heureux. Je vous rappelle que 75% des Français déclarent toujours qu'ils sont heureux chaque fois qu'on leur pose la question. Alors, vous allez me dire, moi aussi, si on me téléphone une nana avec une voix d'aéroport, là, qui vous dit, est-ce que vous êtes heureux, cher monsieur, en amour et tout, qu'est-ce que vous allez lui répondre? D'accord.
mais on peut penser qu'il pondère un petit peu les questions. Donc regardons ces bouleversements, je fais exprès, je vais un peu à la hache si vous voulez, et comprenons que derrière ça, il y a une vraie crise du travail, non pas qu'on travaille moins, non pas qu'on ne soit pas intéressé par nos emplois, mais parce que le travail n'a plus la même fonction d'encadrement social. Et qu'il est clair que l'ordre social découlait du travail. Et ce que symbolise quand même 68, c'est la fin de cette autorité de plein droit. Bon. Et du coup, le travail devient un partenaire de la vie, effectivement un partenaire essentiel, un partenaire déterminant, etc. Mais c'est un partenaire, c'est pour ça que je dis, c'est une société à deux pieds. Et dans cette société, comme c'est une société de mobilité, le développement se polarise dans les grandes régions touristiques, parce que dans ces territoires de polarité, où est-ce qu'il est mis en désir le territoire? C'est là où il y a superposition entre le tourisme et la production qu'on a les grandes régions de développement économique. Et partout dans le monde, dans les pays développés, on a très bien vu le travail du tourisme au 19e et au 20e siècle, qui a créé des lieux valorisés, et ces lieux valorisés aujourd'hui attirent les entreprises. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vous donne juste un élément d'information que je trouve toujours intéressant, c'est que vous prenez la carte des résidences secondaires par canton. Je ne connais pas de meilleure carte de la création d'entreprise. C'est exactement la même. Et donc, effectivement, pour l'essentiel, non pas la création d'emplois, parce que ce sont pas des micro-entreprises. Mais il est clair que dans les régions où il y a le plus de résidences secondaires, c'est là qu'on crée le plus d'entreprises. C'est-à-dire c'est là que bascule le développement économique nouveau, moderniste. Et donc, c'est pour ça que le tourisme ne doit pas être perçu comme un objet en soi. Le tourisme doit être perçu comme un moyen de mise en développement d'un territoire. Que donc le tourisme, à ce moment-là, il prend une fonction beaucoup plus large, comme a eu la terre, l'agriculture et la chasse chez les monarchies, comme ont eu les mines au moment de la révolution industrielle. La fonction première du tourisme, c'est de désigner les lieux de la production de demain. Et ça me semble un élément tout à fait important de relecture des territoires et de leur hiérarchie. Donc ça, si vous voulez, c'est ce que je voulais mettre en toile de fond. En toile de fond, enfin, c'est le cœur de mon propos. Alors, pour finir en 5 minutes, avant qu'on discute un peu sur la ville, qu'est-ce que ça nous donne sur la ville? Ça nous donne plein de choses. Ça nous donne d'abord qu'une ville, moi j'appelle ça la ville nuage, parce qu'une ville n'a plus de bornes. Il y avait un texte de Melvin Weber qui s'appelait La ville sans lieu ni borne. Le sans lieu, on peut en discuter, mais le sans borne, c'est essentiel. Si vous faites 45 km par jour, en réalité, il y en a 15 qui servent au week-end et aux vacances, 15 au rapport domicile-travail et 15 à habiter la ville. Donc une ville, c'est une énorme nuage de population qui se déplace. Et donc du coup, déjà, ça devient très très compliqué à penser, à percevoir, mais il faut, je crois, la regarder comme ça, avec des déplacements extrêmement inégaux, parce que dans cette ville, il y a des poches d'hyper-sédentarité, que vous connaissez bien sûr. Il y a les vieux, il y a les pauvres, et puis il y a ces quartiers. Alors les Chinois, je disais l'autre jour à un sociologue chinois, tout à fait intéressant, eux ils parlent de villages urbains, pour ce que nous appelons les quartiers. C'est-à-dire des endroits, en gros, où on accumule de la population qui vient ou de la campagne, etc., et qui, au fond, habite dans la ville, mais a une culture de village. J'avais fait un article dans Futurible, il n'y a pas très longtemps, à partir de Manuel Blaga, le penseur roumain, sur l'idée, au fond, c'est quoi qui différencie une ville et un village? Et je crois qu'il faut se poser cette question, parce que la ville, c'est un territoire qui se compare. Il n'y a pas de ville en soi. Une ville est toujours plus grande ou plus petite. Elle a été plus grande, moins, mais elle est plus petite que l'autre. Grenoble est plus important que Lyon, Lyon est plus important. Une ville, c'est un être de comparaison parce que c'est un être instable, impuissant à se nourrir. Et donc, par définition, il n'a de sens que s'il est dans une course vers l'avant. C'est comme un cycliste. Le village, non. Un village, on n'a jamais vu qu'on attaquait le village d'à côté. Si, pour piquer les femmes, mais ça c'est normal. Mais je veux dire, en termes d'agrandissement du territoire, on piquait pas les forêts, les limites communales, elles ont des milliers d'années. Et donc, effectivement, parce qu'un village, il est en dialogue avec le cosmos. Il est en dialogue avec Dieu, il est en dialogue avec l'éternité, elle passe par en haut. Et en fait, si vous regardez les choses comme regardé Manuel Blaga, vous allez vous dire, au fond, c'est quoi un quartier périurbain où on loge des populations qui viennent du tiers-monde? Mais c'est un village. Et du coup, c'est un lieu qui redevient religieux. C'est un lieu, effectivement, où le religieux va servir de lien entre les hommes, parce que s'il n'est pas en lien avec le cosmos, il n'est en tout cas pas en lien avec la ville. Et donc, effectivement, il va se repositionner dans l'imaginaire religieux parce qu'il n'est pas dans l'imaginaire urbain. Et je trouve que c'est intéressant et c'est marrant de voir que les Chinois utilisent aussi cette question de village urbain pour essayer de comprendre les problèmes qu'ils ont entre, évidemment, les quartiers où arrivent les paysans chinois et puis la partie qui est désurbanisée. Donc là, il y a un enjeu compliqué. La deuxième chose, bien sûr, c'est qu'on vit dans une culture d'urbanisé généralisée. Tout le monde est urbain. Vous savez, 95% des paysans font les courses au supermarché, etc. Ils regardent la télé au journal de 8 heures. Donc, l'idée qu'il y a un mode de vie différent est une idée qui est extrêmement obsolète. Et d'ailleurs, 70% des paysans sont à moins d'une heure d'un centre-ville. Donc, en réalité, il n'y a plus cette image. Il y a des zones désertiques, il y a des zones de forêt. Mais fondamentalement, dans des systèmes de valeurs, et en plus, comme leurs enfants sont généralement dans les villes, on a généralisé l'urbanité. Par contre, on a différencié les territorialités.
Et donc on est dans un système général de mode de valeur, où on essaye, les politiques continuent à nous faire le discours du village qui meurt, qui a besoin d'argent, de subventions, etc. Bon, ça a beaucoup nourri l'aménagement français depuis 50 ans, et souvent très bien, mais il est clair que ce discours aujourd'hui n'est plus comme ça, qu'on est dans des territoires très différents. Il y a du village choisi, qui marche bien, qui est en général en réseau en petite ville, et puis on va dire du village bobo, et puis il y a du village subi, qui est l'exclusion du pauvre, qui est la mise en marge, c'est pas du tout le même processus. Et face à ça, dans cette ville nuage, bien sûr, on a inventé des choses positives, on sait faire la ville bobo, on sait faire. Hein. Le modèle vélo, tramway, TGV low cost, en gros. Hein. C'est un modèle qui marche bien, on le fait aussi bien plutôt à gauche, mais on le fait aussi à droite. C'est le modèle, effectivement, vous pouvez prendre Bordeaux, vous pouvez prendre Nantes, vous pouvez prendre Rennes, vous pouvez prendre Montpellier, bien sûr, le cœur de la ville bobo triomphante, extrêmement réussi, Montpellier, extrêmement réussi. Et il est clair que ça marche bien. Alors, le gros problème, c'est que tout ça, c'est doux, c'est gentil, c'est câlin, mais un, ça exclut la ville populaire, et deux, ça exclut le périurbain. Enfin, en gros, ça exclut 70% des territoires et des Français. À part ça, c'est très bien. Et en plus, c'est pas mal parce que ça fabrique des élites politiques plutôt modernes. Mais c'est totalement décalé. Comment vous faites pour le périurbain avec ça? Comment vous faites pour les quartiers, pour aller à Roissy, aller à Plaine de France, aller dans tous ces coins? Vous faites comment à Aubervilliers? Qu'est-ce que vous faites effectivement dans une ville comme Marseille, qui est absolument gigantesque, où les pauvres sont au centre? On va leur demander de rentrer en vélo, les mecs, quand ils reviennent du port le soir. Allez essayer, hein, je veux dire. Donc on est là sur des modèles qui sont quand même extrêmement décalés. Et donc, faisons attention à ça. C'est-à-dire qu'on a inventé un modèle urbain de gestion. On pourrait dire la même chose à un certain nombre de villages. Les parcs, par exemple, tirent 30% du territoire national. C'est certainement un bon modèle. Souvent pas assez sensible à mon goût au développement économique, mais on pourrait dire que la ville bobo et le parc, c'est un couple. Deux modèles de régulation plus ou moins intelligents du territoire. Et puis il y a l'entre-deux. L'entre-deux m'intéresse parce que c'est l'entre-deux populaire, c'est la ville des pauvres, c'est la ville des ouvriers. C'est ce territoire un peu là dans lequel, à mon avis, on est pour l'instant sans grand projet. Et autant je suis sensible au développement durable, autant je ne suis pas convaincu que les modalités actuelles du développement durable soient généralisables à l'ensemble des territoires et des sociétés. Et qu'il ne faudrait pas que l'idéologie des groupes aménageurs devienne l'idéologie de la société parce que ça ne marchera pas. Et donc là-dessus, je crois qu'il faut se poser des questions. Et se dire qu'au fond, on est dans une société du bonheur privé et du malheur public, que les gens sont heureux de leur vie, mais que la société ne sait pas où elle va. Et c'est ce paradoxe sur lequel on doit complètement réfléchir, y compris pour se demander localement comment on veut vivre dans 30 ans, comment vous voulez que vos enfants vivent. Pas forcément là, mais vivent. Il y en a qui partiront, il y en a qui reviendront. Essayons de repartir de ce bonheur privé pour essayer de construire des bonheurs publics. Il y a là toute une réflexion en société de mobilité qui me semble des sujets sur lesquels nous avons beaucoup à travailler, à réfléchir. Donc si mon intervention, elle vise à quoi? À vous dire, faisons attention. Le monde change à une telle vitesse que notre récit du changement est un récit dépressif et négatif. Mais le changement lui-même n'est pas dépressif et négatif. On gagne en France 3 heures d'espérance de vie par jour. Les femmes font à peu près le nombre d'enfants qu'elles veulent. Prenez ces deux critères essentiels pour moi d'une civilisation. La liberté des femmes de faire des enfants, l'augmentation de l'espérance de vie. Une société qui, déjà dans ces deux critères-là, est positive, est une société qui ne se défait quand même pas complètement. Et je crois même l'inverse, une société qui réussit quand même l'essentiel. Et donc je crois, si vous le fond, pour finir là-dessus, avant de conclure, au fond, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait un siècle et demi de lutte sociale et de progrès technique. On a construit une régulation sociale depuis 1848, qui a donné pour l'essentiel d'excellents résultats. Et en gros, on a réussi ce que nos pères voulaient faire, ce qu'ils voulaient faire en 1848, ce qu'ils voulaient faire en 1936, ce qu'on voulait faire en 1968. Pour l'essentiel, on l'a réussi. Donc on est passé de l'autre côté du miroir. Et donc on a d'autres enjeux de régulation, parce que la régulation sociale, il y a des bruits, il y a des crissements, on peut discuter à quel âge on prend la retraite, etc. Mais en gros, le modèle social de protection, il est en place. Et d'ailleurs, les Chinois n'y sont pas encore que. Les Américains progressent, l'Amérique latine progresse. Donc ce modèle, il est en gros le modèle de régulation. Par contre, ça nous désigne deux autres endroits de régulation. C'est la régulation des identités et la régulation de la prédation de l'homme par rapport à la nature. Là, on a deux immenses difficultés. Mais il faut les traiter en même temps. Ne regardons pas uniquement la question du rapport de la prédation. Regardons la question des identités. Parce que faire humanité commune, qu'est-ce qu'on fait des questions identitaires? Comment on les porte? Comment on les articule? Est-ce qu'on veut une espèce de mélange McDo de toutes les cultures et toutes les civilisations? Vous savez, souvent je dis à mes étudiants, pourquoi tu prends jamais des nems avant un couscous? Je ne vais pas prendre des nems avant un couscous. D'accord, mec, au couscous, tu bois du coca. Ben ça, c'est normal. Donc comment on articule les structures culturelles? Regardez à Paris, 55% des restaurants sont de cuisine étrangère, mais 10% des livres publiés viennent de l'étranger. Combien de spectacles sont en langue étrangère à Paris? Heureusement qu'il y a les restaurants pour être ouverts sur la mondialisation. Mais que dit la culture? Que dit la culture française? Ces prix littéraires dont pour les oreilles, là,
Vous avez vu un peu toutes ces écritures localisées, tout ce côté très français? Est-ce qu'on est vraiment ouvert sur ce monde-là? Donc pour finir, je dirais simplement une chose simple, c'est qu'au fond, ce qui est génial dans l'époque antérieure, c'est qu'elle a associé mobilité, liberté, individu. Et que ce système de valeurs-là, c'est l'héritage du XXe siècle. Et ce système de valeurs-là, il nous désigne les sociétés totalitaires. Et totalitaire, une société qui n'autorise pas la mobilité. Et au fond, c'est une définition fondamentale. Et on en discutait hier, on était avec Francis, il y avait un prof de géographie de Lyon, d'ailleurs, qui disait, d'ailleurs, les Chinois, ils sont plus préoccupés par le fait d'avoir un passeport qu'un bulletin de vote. Parce que le droit à la mobilité, il est plus sensible à la liberté peut-être que le droit politique à voter. Et c'est une question auquel on doit se penser, surtout dans nos sociétés. On n'est pas toujours convaincu que ces Chinois autant à voter changent tellement les choses. Mais bon, réfléchissons sur ces questions. Cette association mobilité, individu, liberté comme couple positif, même si ça désigne aussi évidemment un certain nombre de problèmes. Mais je crois qu'il faut garder ça en tête. Et se dire que donc effectivement, dans ce monde-là, la vie s'allonge, le monde est de plus en plus petit. Effectivement, notre quotidien est totalement interconnecté. C'est définitif. Et donc nous avons à être extrêmement prudents dans le rapport entre les cultures et dans le rapport avec la nature. C'est les deux grands enjeux des risques. Les deux. Et notamment de défendre la beauté des choses héritées. Moi, vous voyez, pourquoi je suis venu? J'adore venir de chez moi, j'habite dans le Luberon, à chez vous. C'est une des plus belles routes du monde. C'est incroyablement beau. Vous montez par Luz-la-Prote, en ce moment avec les couleurs, etc. Les montées, vous allez à Chichiliane. La Chichiliane, c'est un endroit merveilleux. Comment on fait pour que ces lieux beaux restent? Comment on fait pour que les mémoires des hommes qui les ont construits, parce que c'est pas beau tout seul, ça c'est essentiel aux identités. Et donc dans vos enjeux, il y a l'emport de la nature, il y a ces transmissions. Et comment on met de la culture pour les arrivants? Qu'est-ce qu'on fait d'un gosse musulman qui n'a aucun imaginaire de la vache? Essayez d'emmener des gosses de banlieue en vacances dans le Massif central. Mais les mecs, ils deviennent hystériques. Il n'y a pas les bruits qu'ils aiment, et les vaches, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ont une culture de la chair, ils ont une culture du jardin, ils ont une culture... Mais la vache, non. Vous les emmenez en Turquie, ils sont ravis. Regardez Vacances ouvertes, le boulot qu'ils font. Donc comment on se pose cette question d'amener la mémoire de ceux qui arrivent chez nous? On la met où, cette mémoire? Regardez les grands lieux touristiques, il n'y en a pas un qui symbolise autre chose que l'esthétique du XIXe siècle, des grands lieux touristiques construits au XIXe siècle par les bourgeoisies dominantes. Comment on se pose ces questions? Et comment, dans ce modèle-là, évidemment, on va travailler sur la diminution par 4 de notre empreinte écologique, puisque c'est ce qu'on s'était donné comme objectif à Copenhague, mais qu'il faut faire ça sans en faire une religion. Il faut faire ça avec des chiffres et avec des objectifs. Moi, ce que je crains par-dessus tout, et je m'arrêterai là-dessus, vous savez, ce que je crains par-dessus tout, c'est les vérités scientifiques qui deviennent des vérités politiques. Et je pense que la science ne doit pas être... Je préfère qu'une civilisation meure, c'est son droit absolu de mourir. Mais les scientifiques, quand ils veulent prendre le pouvoir parce qu'ils détiennent la vérité, c'est une erreur fondamentale. On a déjà donné, avec le marxisme, on a déjà donné avec le petit livre rouge, il ne faudrait pas faire la même chose avec le petit livre vert. Donc faisons extrêmement attention de faire effectivement des risques écologiques et des risques identitaires, des enjeux majeurs d'un débat démocratique renouvelé, et pour justement qu'on protège au maximum les jeunes, n'en sont surtout pas une vérité absolue, parce que je crois que les sociétés ont plus besoin encore de démocratie que de toute autre chose. Merci.